Il me semble bien être passé avec ses gestes devant la chapelle Saint-Pierre, que j'avais peinte en 1957 comme mon propre sarcophage, offerte aux pêcheurs de Beaulieu et de Saint-Jean en souvenir de ma jeunesse morte, et aux pêcheurs de ce Villefranche où j'ai tant vécu. J'aimerais évidemment qu'on emporte de moi l'image de cet autre, de ces nombreux autres que j'ai été et de cet autre mystérieux qui m'habite. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? N'essaye pas de me dire que tu ne l'as pas vu. Je l'ai vu comme je vous vois. Il a fait semblant de ne pas me voir. Vous avez assez crié partout que si vous le rencontriez, vous ne voudriez même pas lui serrer la main. Il me hait. Je me suis servi du film comme d'un véhicule de poésie, pour montrer des choses que je ne peux pas dire. Si je raconte qu'un homme entre dans un miroir, on hausse les épaules, mais si je le montre, ah. C'est souvent l'improvisation qui est très émouvante et très belle. Et souvent, quand on fait les choses de bric et de broc, comme j'ai fait dans Saint de Poète, on n'imagine pas. J'ai fait venir le bassin des phoques du jardin d'acclimatation pour prendre la vue du toit. Et quand il entre dans le miroir, il entre dans ce bassin des phoques. Et tout ça, quand on redresse, on a l'impression qu'il entre dans le miroir. Mais tout ça était beaucoup plus facile à faire si j'avais connu le métier, mais je ne le connaissais pas. Ce qui a fait la valeur de ce film, ce qui a fait que ce film peut être remarquable, ce sont les fautes. C'est par les fautes que nous sommes le plus vrais. Seulement, il faut assez de poigne pour que ces fautes prennent force de dogme, pour que des fautes si hautes qu'elles cessent d'être fautes. Il y a des choses qui ont surpris des spécialistes et qui sont des grossières erreurs. Je ne savais pas que les travelling se faisaient avec un rail. Alors j'avais mis l'acteur Rivero, quand il s'approche dans la nuit pour se rendre à l'hôtel des Folies Dramatiques, je l'avais mis sur une tirette. On le tirait avec un fil, pour ne pas dire le mot défendu. Et c'est un travelling très hésitant, très bizarre. Chaplin même m'a demandé comment j'avais fait ce travelling. J'ai dit, mais c'est très bête, c'est simplement que je ne savais pas qu'il y avait un rail. Et ensuite, dans La Belle et la Bête, j'ai remis Josette D sur une tirette, mais là, je m'imitais. Ça avait cessé d'être pur. Il arrive qu'on se laisse envoûter par une atmosphère énigmatique, celle des rêves, entre autres, et j'estime qu'une œuvre peut intriguer sans être comprise, attacher sans qu'on en fasse la preuve par neuf, et trouver son équilibre sans être soumise aux disciplines de la règle d'or. C'est probablement ce qui se produit quand mon film intéresse des maquilleurs et des habilleuses. Je m'excuse de vous parler avec des yeux qui ne sont pas les miens. Mais j'ai ces yeux parce que je vais croiser Jean Marais dans le rôle d'Édipe, aveugle, et je le croise sans le voir, car dans le texte, il est dit que quand nous avons beaucoup souhaité connaître certaines choses, nous les voyons trop tard et nous les voyons sans les voir. Je n'aime pas ce qui est poétique, j'aime la poésie, c'est-à-dire la poésie qui se fait toute seule, dont on ne s'occupe jamais. Une œuvre d'art n'a l'excuse d'être que si elle est une solitude partagée par un grand nombre, grâce au seul moyen qui puisse la rendre accessible aux autres. Devant une page, devant de l'encre, je m'ennuie. Il faut que je travaille avec mes mains. Je suis un artisan, un ouvrier, c'est pour ça que je m'entends si bien avec mes ouvriers du cinématographe. Il n'y a pas chez moi d'acteur proprement dit. Le scénario comporte très peu de personnages, un personnage principal, 2 ou 3 personnages principaux, et puis on rencontre des figures énigmatiques, eh bien. Et certains de mes amis qui correspondaient à l'emploi de ces rôles épisodiques ont accepté de dire 3 ou 4 mots. Nicole Courcelles figure et ne dit rien. Sans l'incroyable modestie de Daniel Gélin, jamais je n'aurais osé lui confier un texte qui ressemble étrangement au silence. Ils tournent parce que ce sont mes amis, mais ils ne tournent pas parce qu'ils sont célèbres. Le premier secrétaire de son Altesse Sérénissime va vous recevoir. Porel, le mari de Réjeanne,
disait toujours, pendant les répétitions, autour de Madame Réjeanne, de la grisaille, de la grisaille. Alors, c'était plus facile pour les acteurs d'être de grands acteurs. La carte du prestidigitateur sortait plus vite. Il n'y a plus de ces acteurs burlesques que j'ai connus quand j'étais jeune. Et à cette époque, on applaudissait l'entrée d'un acteur, on applaudissait des choses qu'on n'applaudirait plus maintenant. Et d'ailleurs, si ce qu'on appelle les Hercules, les colosses du théâtre de l'époque, les Albert Lambert, Moulet-Sully, menaient l'existence que mène le moindre petit acteur d'aujourd'hui, mourrait. Ils ne jouaient presque pas, ils étaient étendus sur des pots de bêtes, ils donnaient à manger aux pigeons du Palais Royal, ils buvaient des cafés crème à la Régence, et puis ils coupaient leur rosier à la campagne, on venait les chercher, ils jouaient un soir, et puis ils ne jouaient plus pendant une semaine. C'était maintenant, ils ne tiendraient pas le coup. Ils ne tiendraient pas le coup. C'est tout à fait autre chose. Tout à coup, le cinématographe a fait que le public exigeait des héros à l'âge des héros. Alors, Mounet-Sully jouait Ruy Blas à 70 ans, Madame Barthès jouait Iphigénie à 80 ans, où il y avait des gros Isolde, des gros Tristan. Ça ne choquait personne, c'était le théâtre. Je le répète, les héros ont dû avoir l'âge des héros, et alors il n'y avait plus d'épaule assez forte pour porter les chefs-d'œuvre classiques. Et puis, quand j'ai donné les Parents terribles, Jouvet disait, mais tu es fou, Jean Marais est incapable de jouer ce rôle. Et j'avais tellement monté la tête de Jean Marais avec les histoires de Max et de Moulet-Sully et de Sarah Bernard qu'il a pleuré, il s'est roulé par terre, il a joué et il a eu une trentaine de rappels. J'ai voulu faire un drame à mécanisme de vaudeville. Et ce qui m'avait mis sur la pente, je voulais faire une pièce pour Yvonne Debray et pour Jean Marais, c'est que Yvonne Debray se croyait la mère de Jean Marais, ce qui agaçait beaucoup la vraie mère de Jean Marais. Il y avait toujours des disputes entre ces deux femmes, et c'est ce qui m'a donné le départ de la pièce. Léo a raison. Léo est une merveille. Une merveille. Je n'arrive pas encore à croire que ce qui se passe en réalité. Ah ben, aidez-moi. Moi, si vous voulez me sauver à toutes jambes, obtenir mon poste au Maroc. Au Maroc? Je dois admettre que Les Parents terribles sont cinématographiquement parlant ma grande réussite. J'y ai, comme disait Barès, bouclé ma boucle. Je souhaitais 3 choses. Premièrement, fixer le jeu d'artistes incomparables. Seulement, je crois bien Michel, dans l'intérêt de la petite, il ne faudrait pas rendre Yvonne jalouse. Deuxièmement, me promener parmi eux et les regarder en pleine figure au lieu de les voir à distance sur une scène, et mettre, comme je vous l'ai dit, mon œil au trou de serrure et surprendre mes fauves avec le téléobjectif. Impossible d'obtenir quoi que ce soit, je descends. Ah non, 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 mais fiche-moi la paix. Ta mère est morte. La pièce reprenait donc à l'écran la force de l'écriture et ce noir de l'encre qui se dilue au feu de la rampe. Tout en me promenant à travers des chambres, je conservais l'atmosphère enfermée de l'œuvre. Je montrais ces couloirs d'orage qui ont hanté nos enfances et qui sont les rues des familles, qui ne sortent pas de chez elles. Grâce à des promenades d'une chambre à l'autre, des passages d'une chambre à l'autre, j'ai gardé cette vie en thermos, cette vie en vase clos, et j'ai fait beaucoup de gros plans, par exemple. Le film autorise ce phénomène extraordinaire qui consiste à vivre une œuvre au lieu de la raconter et en outre à faire voir l'invisible, à rendre objectives les abstractions les plus subjectives. C'est pour ça que j'ai tellement aimé le cinématographe.